Bonjour. Depuis l'an 2000, l'Europe a mis le paquet dans la lutte contre la pollution. Ozone, gaz carbonique, dioxyde d'azote, NOx, tous ces polluants sont en voie de réduction. Tous, sauf un, les particules. Les grosses, émises par l'industrie, comme les petites, émises par les moteurs diesel, continuent d'augmenter. Nous irons en République tchèque, dans la ville la plus polluée d'Europe, à Malte, une ravissante île, en tout cas en apparence, et à Marseille, qui détient le record de pollution en France. C'est parti. L'Union européenne est probablement le continent le plus exigeant en matière de lutte contre la pollution. Les 27 États membres doivent respecter des directives draconiennes pour améliorer la qualité de l'air. Nous partons à Malte, le pays le plus dense du monde. Sur le papier, le gouvernement a tout bon, mais dans la réalité, il a tout faux. Dans le village de pêcheurs de Marsaxlokk au sud de Malte, la vie suit apparemment son cours tranquille. Les habitants vaquent à leurs occupations. Ils se taisent mais la colère gronde. Les cheminées de la centrale électrique à l'horizon non seulement abîment ce décor de carte postale, mais polluent sévèrement. Le maire est furieux, il nous explique pourquoi. Nous voilà arrivés sur le toit de la mairie. Nous avons là des instruments qui mesurent la qualité de l'air dans notre localité. Les relevés attestent que le taux de particules fines autorisé dans l'air est régulièrement dépassé, 14 fois au cours des 4 derniers mois. Vous voyez que la centrale n'est pas loin du village, et comme elle est construite au niveau de la mer, les cheminées ne sont pas très hautes, en fait exactement au niveau où vivent les gens. Et surtout quand il n'y a pas de vent, la poussière tombe directement sur le village et de nombreux résidents se plaignent de problèmes respiratoires. Le maire ne comprend pas le gouvernement et lui en veut beaucoup d'avoir accordé le permis de bâtir pour une extension de la centrale avant même d'en avoir étudié les conséquences pour l'environnement. C'est une vraie plaie, une source de pollution. Avant, c'était une jolie bourgade, un village de pêcheurs très traditionnel. Maintenant, son nom est associé à cette centrale. C'est dommage. Et puis, nous avons l'obligation de l'Union européenne de développer les énergies renouvelables. Et au lieu de s'y atteler, le gouvernement a décidé l'an dernier d'agrandir cette centrale toujours alimentée au pétrole lourd. À Marsa, au centre de l'île, la situation est encore plus préoccupante. Au cœur de la ville, une centrale vétuste qui n'est plus aux normes fournit toujours 45% de l'électricité de l'île. Porte-parole de l'opposition et de la colère des Maltais, Leo Brincat dénonce le laxisme du gouvernement. La centrale aurait dû fermer en 1993. Or, elle fonctionne toujours et continue de polluer gravement. Le gouvernement a d'excellentes politiques sur le papier, mais personne ne prend leur mise en œuvre au sérieux. La santé et l'environnement ne font décidément pas partie des priorités de ce gouvernement. Le maire de Marsa ne cache pas qu'il a bien du mal à remonter le moral de ses citoyens. Les habitants sont déçus. On leur avait promis que les choses allaient changer quand Malte a adhéré à l'Union européenne. Mais 7 ans après, ils ont toujours les mêmes problèmes. Au détour d'une rue, un voisin de l'abattoir, dégoûté par les effluves de carcasses brûlées et autres pollutions de la ville, va nous confirmer les propos du maire. Ils parlent des fumées. Francis Desbonneaux n'hésite pas à grimper les échelles pour nous faire voir à quel point sa ville est maudite. Là derrière, vous avez l'incinérateur, comme vous pouvez le sentir. Vous ne pouvez pas voir l'odeur, mais vous pouvez sentir, non? Et de l'autre côté, nous avons la centrale électrique qui est la grosse source de pollution. Comme vous le voyez, Marsa concentre tous les déchets de Malte.
Assez de discours, assez de promesses. On veut des actions maintenant pour pouvoir survivre dans cette localité. Il ne s'agit pas seulement de ma ville, c'est le centre des îles maltaises ici. Tout Malte est concerné. Ce n'est plus possible de vivre dans cette atmosphère. Comment faire face tous les jours, sans compter la santé qui en prend un sacré coup? Habitat serré, espace suroccupé. Malte se développe à tout va. 3 habitants sur 4 ont une voiture et aux heures de pointe, on se croirait dans une mégalopole avec son lot d'embouteillages et de pollution. Carmel Caco-Pardo déplore l'inefficacité de la réforme des transports. Le nombre de voitures est énorme, plus de 300 000 pour une population de 400 000 habitants, et l'île est toute petite. En plus, il y a surtout des vieilles voitures qui génèrent beaucoup de pollution. Mais je crois que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable politique de transport. Il n'y a aucune mesure pour inciter les gens à utiliser les transports en commun au lieu de leur propre voiture, ce qui fait que le trafic augmente sans cesse. Ça fait 1 an et demi que la réforme a été mise en place, mais ça ne fonctionne toujours pas. La Commission menace de traîner Malte devant la Cour de justice si le gouvernement continue à ne pas respecter obligations et normes européennes. En attendant, les Maltais continuent d'être exposés aux polluants nocifs et le riche patrimoine de l'île se détériore chaque jour un peu plus. Bucarest, en Roumanie, est la ville d'Europe où il y a le plus d'émissions de particules fines, 3 fois plus que ce qui est souhaitable. A l'inverse, Stockholm, en Suède, est la seule métropole européenne à respecter les bonnes normes. Nous allons à Marseille, qui se situe entre les deux et qui reste la ville la plus polluée de France. Principaux responsables, les voitures et les embouteillages. Voilà, regardez. La pollution, ce qu'on respire. Jocelyne habite à quelques mètres de l'une des voies les plus polluées de France, la passerelle de Plombières à Marseille. C'est un des axes d'entrée dans la ville. Ici, près de 90 000 véhicules circulent chaque jour. Première victime, les habitants qui respirent quotidiennement les rejets des pots d'échappement. La pollution, ce qu'il y en a de plus en plus de gens font des allergies, de l'asthme, les yeux qui pleurent, le nez qui coule. Et à part de vivre avec un masque sur le visage, je ne vois pas ce qu'on peut faire nous. Parce que du bruit, on se protège, mais de la pollution. Une pollution visible à l'œil nu sur les façades noircies des immeubles. Et partout dans le quartier, c'est le même constat. Il y a un problème de saleté, déjà. Il y a un problème d'odeur, parce que bon, c'est une atmosphère âcre et de pots d'échappement. Bon, moi, je le vois tous les jours chez moi. J'habite quand même à 500 mètres de l'autoroute, mais je le ressens d'une façon importante, surtout lorsqu'il y a les départs de vacances. C'est infernal parce que ça circule jour et nuit. Le coupable, c'est en partie le dioxyde d'azote rejeté par les voitures. Pour le mesurer, des stations comme celle-ci ont été implantées un peu partout dans Marseille. La valeur limite est de 40 microgrammes par mètre cube par an. Et cette valeur, en fait, est dépassée dans pas mal de quartiers de Marseille, notamment dans les quartiers du centre-ville. Donc cette norme est dépassée essentiellement dans le centre-ville, là où on a des tons un petit peu plus rouges, mais également sur tous les axes de trafic, que ce soit les autoroutes, les pénétrantes ou les axes drainants avec beaucoup de véhicules jour. Voitures, mais également industrie et chauffage, les émissions de particules seraient responsables de 42 000 morts par an en France. Le docteur Patrice Halimi tire la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. L'espérance de vie des Marseillais serait réduite de 8 mois selon lui à cause de la pollution. C'est plus d'infarctus de myocarde, c'est plus de problèmes d'accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est les conséquences les plus directes. Vous avez des conséquences à plus long terme, directes aussi, qui sont l'augmentation des risques des cancers du poumon, l'augmentation des fausses couches pour les dames enceintes, l'augmentation du risque de survenue de maladies, notamment pour les enfants. On sait que les enfants qui vivent près des axes routiers ont plus de risques d'avoir des problèmes respiratoires à l'âge adulte. Il s'agit donc d'une question de santé publique, mais Marseille accuse un retard considérable en matière de transport en commun et les actions concertées peinent à voir le jour.
Dans les Bouches-du-Rhône, on teste depuis cet été la limitation de vitesse sur la plupart des grands axes périurbains. Les rejets auraient déjà baissé de 1%. C'est dans les pays de l'Est de l'Europe que la pollution reste la plus forte. Construire des usines propres est beaucoup plus cher et ils n'en ont pas toujours les moyens. Direction Ostrava, en République tchèque. Les habitants ont l'habitude de vivre dans un nuage de fumée. Pour eux, il est synonyme d'emploi. À Ostrava, dans cet ancien bassin minier, l'environnement n'est pas la priorité. Un habitant sur 6 n'a pas d'emploi. Beaucoup continuent de se chauffer au charbon sans se soucier de la pollution. Et parfois, faute de moyens, ils jettent n'importe quoi dans leur chaudière. Je ne peux pas affirmer que plus personne ne jette de déchets dans sa cheminée. C'est un problème de génération. Certains n'apprendront plus. Moi, je suis née ici, alors la pollution ne me pose pas vraiment de problème. Je m'y suis habituée, mais je sais qu'il y a des enfants malades et que beaucoup ressentent que l'air n'est pas bon ici. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir de soucis de santé et mes enfants vont bien aussi. Citoyens engagés, Yann et Christine d'origine française, eux, se soucient de la pollution. Ils nous emmènent pour constater le triste héritage laissé par l'ancienne cité minière. Donc là, on va aller sur un terril qui est fait en fait de détritus, de déchets, de restes de charbon qui proviennent des mines d'Ostrava. Là, on commence à voir de la fumée sur le haut de la colline parce que cette colline est chaude. Elle reste chaude toute l'année, été comme hiver, parce qu'il y a toujours une sorte d'activité avec le charbon qui se trouve en dessous, sous nos pieds. L'exploitation du charbon s'est arrêtée, mais on l'appelle toujours Ostrava la Noire. Les cheminées industrielles dessinent le paysage. Nichée dans une cuvette encerclée de montagnes, la ville étouffe sous le smog pendant une partie de l'année. On a beaucoup d'industries polluantes, donc c'est assez facile de voir ici, donc du haut de la colline, toutes les fumées qui sortent des cheminées. Parfois c'est juste de la vapeur d'eau, parfois ce n'est pas que de la vapeur d'eau malheureusement. Certaines journées où on est dans le gris et on est dans une odeur un peu particulière, pas très saine. La pollution est vraiment sévère à Ostrava et si vous regardez ce que font les politiques, c'est-à-dire rien, nous nous sommes demandé ce que nous, gens ordinaires, pouvions faire. Bienvenue dans la réserve nationale du smog. Yann a créé l'association Ciel Pur. Pas de slogan alarmiste. Pour attirer l'attention, elle préfère l'humour. Nous disons aux politiques, de grâce, ne détruisez pas cet endroit si exceptionnel. C'est unique en Europe. Vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Du côté de la municipalité, ce genre de communication agace. Elle qui rame pour défaire Ostrava de sa réputation de ville la plus polluée d'Europe, voudrait bien avancer de manière plus constructive. Avec ce genre de message, c'est difficile d'attirer les entreprises à haute valeur ajoutée pour remplacer notre industrie lourde. On ne peut pas dire que les investisseurs se bousculent, et ça, c'est dû à la réputation de la ville. Épinglé comme principal pollueur dans la région, ArcelorMittal emploie plus de 4000 personnes à Ostrava et occupe 500 hectares. Une ville dans la ville. Depuis 2003, le géant de l'acier a investi près de 300 millions d'euros pour réduire les émissions, mais continue d'être accusé de tous les maux. Le responsable environnement est manifestement contrarié. La production d'acier génère forcément de la pollution. Ceci dit, quand j'ai commencé à travailler ici, il y a 25 ans, les émissions de poussière étaient de 28 000 tonnes par an. Aujourd'hui, nous sommes à 3% de ce volume et nous continuons de réduire. La raison de cette baisse est l'installation de ce filtre de dépoussiérage derrière moi. C'est un investissement de 40 millions d'euros. Les efforts d'ArcelorMittal sont indéniables, mais dans certains quartiers, les effets de la pollution restent préoccupants. Pavla et son petit garçon connaissent bien le cabinet du docteur Chalerova. Adam vient d'avoir 2 ans et souffre d'asthme à la suite d'une série d'infections pulmonaires au cours de sa première année.
Adam est un patient typique de ce quartier, avec des problèmes respiratoires récurrents. Les enfants sont malades, parfois même très malades à une période de leur vie où ils devraient être en pleine santé. La première année d'Adam, c'était vraiment difficile de faire face. Il était si petit, on ne savait pas comment l'aider. Il a fallu lui donner des traitements très lourds, il a été hospitalisé plusieurs fois, tout ça nous minait. Nous pensons que c'est la qualité de l'air qui est en cause, parce que les enfants souffrent de ces problèmes chaque fois qu'il y a du smog. Malgré tout, la situation s'améliore les derniers temps. En 2010, l'année de naissance d'Adam, c'était très mauvais, mais l'hiver dernier, c'était nettement mieux. Et je pense que c'est dû à l'installation du filtre à particules. La santé du petit garçon commence d'ailleurs aussi à s'améliorer. Un signe encourageant pour ses parents, mais aussi pour l'avenir de la ville. Surnommé par le régime communiste cœur d'acier de la République, Ostrava restera industriel. Le défi des prochaines années sera de débarrasser la ville de sa mauvaise réputation qui lui pollue l'horizon. On se quitte. Vous serez tous sur 2013, l'année de l'air, en allant sur le blog de l'émission. Nasledano.